Gustave Thibon, au secours des évidences, le terroriste et le soldat. On est injuste pour les terroristes, me dit un jeune idéaliste farci de théories révolutionnaires. Ils croient en leur cause et luttent courageusement pour la faire triompher. En fait, rien ne les distingue des soldats. Pourtant, les journaux sont pleins de vociférations contre ces auteurs de lâches attentats qui font tant d'innocentes victimes. Mais d'abord, les terroristes ne sont pas des lâches. Ils courent autant de risques que les soldats et certains sacrifient d'avance leur vie, comme dans les raids suicides. Quant aux innocentes victimes, si l'on entend par ce mot l'irresponsabilité de celles-ci dans la genèse du conflit, n'est-ce pas le fait de toutes les guerres? Ces soldats qu'on conduisait hier à l'abattoir ou ces civils qu'on massacrait sous les bombes, les avait-on consultés avant d'ouvrir les hostilités? Alors pourquoi exalte-t-on les vertus du soldat et jette-t-on l'anathème sur le terroriste? Tout n'est pas complètement faux dans ce discours. Essayons, pour y voir plus clair, de cerner la différence entre le soldat et le terroriste. Constatons d'abord ce fait, que pour la première fois dans l'histoire, il n'existe pratiquement plus de guerre ouverte, c'est-à-dire officiellement déclarée entre les nations, et que, par ailleurs, le terrorisme affecte un nombre toujours grandissant de pays. Hier en Italie et en Allemagne, avec les brigades rouges et la bande à Bader, aujourd'hui en Irlande, en Corse, au Pays basque, en Amérique latine, en Afrique du Sud, et tout récemment à Paris. Or, dans les guerres officielles, il existait des lois de la guerre, dictées par un code d'honneur traditionnel ou par des conventions internationales. Respect des populations civiles et de la vie des prisonniers, interdiction du pillage des biens privés, etc. En deux mots, proscription de la violence en dehors des opérations proprement militaires. Que ces lois aient été souvent violées soit par les ordres injustes des chefs, soit par l'indiscipline des troupes, personne ne le conteste. Mais du moins existait-elle, et s'appliquait-elle avec une relative efficacité. Ainsi, dans les premiers temps de l'occupation, les soldats allemands ne se sont-ils pas comportés en assassins et en pillards à l'égard des populations désarmées? De même pour les prisonniers de guerre qui n'ont pas été traités avec la même inhumanité que les déportés dans les camps de concentration. Rien de semblable chez ces soldats de l'ombre que sont les terroristes. Leur combat clandestin ne connaît ni loi ni code d'honneur. Les moyens les plus inhumains, attentats aveugles, prises d'otages et chantage odieux concernant leur sort, piraterie aérienne, torture physique et morale, etc., sont employés sans hésitation dès qu'on les juge efficaces. Seul compte l'enjeu du combat et tous les moyens sont bons. D'où l'effacement total de l'esprit chevaleresque qui planait jadis sur les guerres menées au grand jour. Plus d'estime ou d'admiration mutuelle possible entre les adversaires. Plus jamais de paix des braves, mais la haine et le mépris aveugle et réciproque. Je pense à un épisode de la Première Guerre mondiale. Le Kronprinz d'Allemagne, se faisant présenter les défenseurs du fort de Vaux, acculés à la reddition par l'épuisement des munitions et des vivres, les félicita de leur résistance et remit une épée d'honneur à leur commandant. Imagine-t-on pareille attitude d'un de nos chefs d'État à l'égard d'un groupe de terroristes capturés, même s'ils se sont défendus courageusement et s'ils ont laissé des morts sur le terrain? Résumons. Ce qui manque aux terroristes, c'est le face-à-face avec l'adversaire, l'emploi des mêmes armes et l'égalité de tous devant le danger qui font la noblesse du soldat. On dira que tout dépend aussi de la qualité de la cause servie par le terroriste. Il est impossible de juger selon les mêmes critères moraux et politiques les auteurs d'attentats terroristes que furent hier les résistants de la dernière guerre mondiale, les Israéliens
avant la reconnaissance officielle de leur État, les félagas algériens, les membres de l'OAS et ceux qui, aujourd'hui, sont les hommes du djihad islamique ou de l'Assala arménienne, les partisans afghans menant la guérilla contre l'oppresseur soviétique, les séparatistes basques ou corses et les anarchistes de tout plumage dont le seul idéal est de déstabiliser la société actuelle sans même savoir par quoi la remplacer. Mais tout dépend surtout du succès de la cause pour laquelle on tue ou l'on meurt. L'histoire contemporaine abonde en exemples où les factieux qu'on traitait la veille de vulgaires criminels deviennent, si leur révolte aboutit, les héros du lendemain. De sorte que le terroriste d'hier, installé au pouvoir, dicte à son tour des lois et rejette ses adversaires dans le clan maudit des hors-la-loi. Inutile de citer des noms qui sont sur toutes les bouches. L'histoire nous montre que la gloire couronne la réussite et que la honte s'attache à l'échec. Mais pour les Français confrontés aux terroristes qui sèment la mort dans leur capitale, il ne s'agit pas de discuter sur leurs idéologies, mais de prendre des mesures efficaces pour les empêcher de nuire. L'homme de la rue n'a pas à pâtir des rivalités et des conflits qui déchirent le Proche-Orient. Une extrême rigueur s'impose donc, mais avec ce triste et nécessaire revers que les agents de l'ordre se trouvent du même coup condamnés à l'usage de moyens presque aussi déplorables que ceux de leurs adversaires, tels les interrogatoires de type musclé. Ceux qui seront pris parleront, a proclamé récemment M. Chirac. Les appels et les primes à la délation, ou même la liquidation physique sans jugement. Ce qui nous conduit à cette constatation générale. Notre époque, qui compte de moins en moins de guerres ouvertes, baigne de plus en plus dans une atmosphère de guerre civile, avec tout ce que ce mot comporte d'incontrôlé et d'inexpiable. J'ai le plus grand respect pour les forces de l'ordre qui luttent contre cette gangrène du terrorisme infiltré en pleine paix à l'intérieur des nations. Pas d'autre réplique possible à un ennemi masqué que ce combat souterrain. Mais il est permis de déplorer ce pourrissement de la guerre qui nous conduit à confier de plus en plus aux policiers le rôle de défenseur de la cité qui fut jadis celui du soldat.